imaginé, j'ai lu beaucoup de choses sur les 8000. Alors effectivement, je m'étais fait ma petite idée, mais il faut le vivre pour savoir ce que c'est. C'est pour ça qu'on fait de la montagne, c'est pour ça qu'on se rentre dedans, c'est pour ça que... Parce que finalement, tu te sens vivant. Tu te sens vivant. Le physique, pour moi, c'est si t'es pas fort mentalement pour absorber tous ces moments-là, tu vas pas y arriver. L'entourage de l'alpiniste, l'entourage familial proche et déterminant. Ça fait partie des éléments qui doivent être très clairs, très cadrés avant le départ vers un projet de 8000 mètres. C'est comme dans l'industrie ou ailleurs, c'est une équipe, c'est jamais un mec tout seul qui réussit. C'est toujours un ensemble. D'avoir réalisé le sommet du Choyou en septembre-octobre 2018, à peine mis mes pieds sur le tarmac que déjà je pensais à repartir sur notre sommet parce que voilà, la réussite de cette expédition a fait que je reste sur ma faim. J'ai réalisé un rêve absolu, mais derrière, voilà, l'idée de repartir était vraiment très fort. Fredo a réussi son sommet, c'était une expérience extraordinaire, une expérience collective. Alors c'est vrai que j'y avais pas participé parce que effectivement, on avait bien expliqué dans notre film que pour aller sur un 8000, effectivement, il faut être très bien préparé et puis il faut être vraiment dans des pensées positives. Alors je crois, alors est-ce que c'est l'expérience qui fait que je pense qu'en 2018, j'avais dans l'idée j'irai sur un 8000 parce que j'ai une revanche à prendre. Et il s'avère que 3 ans après, pas un moment je n'ai ce sentiment de revanche contre qui que ce soit. La vie fait son œuvre, seulement je crois que le plus important c'est qu'on a chacun la vie qu'on mérite. Et cette vie qu'on mérite, il faut aller la chercher. On a choisi le Manaslu parce qu'il n'est pas trop non plus, un peu plus bas que le Choyou, 8200. Il fait 8163 et du coup, techniquement aussi, voilà, il fait partie des sommets 8000 quand même qui sont voilà, techniquement abordables. On est concrètement dans la réflexion de comment on part. Est-ce qu'on part les deux ? Vraiment que les deux, pour le vivre vraiment un petit peu comme un retour du Choyou, on va dire, ou pas. Donc en fait l'idée c'est l'idée d'ouvrir l'expé à des personnes pour le trek. J'avais pisté une fille qui s'appelle Mayalen Berterech. Je la suivais depuis un petit moment, ça faisait 2 ans que je la suivais. Et je voyais qu'elle faisait pas mal de choses assez intéressantes. Elle avait un parcours sportif de haut niveau. J'atterris dans cette expédition avec un petit message de Fredo pour me souhaiter la bonne année 2021 et me dire qu'il a besoin de me parler. Il est toujours plein de mystères, Fredo, c'est rigolo. Et qu'il a besoin de me parler et puis qu'il voudrait qu'on se voit assez rapidement. Est-ce que tu serais d'accord pour venir avec nous ? Je dis écoute, oui, tout ça, pourquoi pas, le trek, ça me dit bien, je pense que je pourrais me libérer, je suis dans une phase où c'est possible. Il me dit non, mais t'as pas compris, c'est pas pour le trek qu'on veut que tu nous rejoignes, c'est pour faire le sommet. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que tout s'effondre autour de moi. Là, je fais, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Sommet ? Je fais moi ? Alors j'ai une bouffée d'émotions et puis beaucoup de choses qui se mélangent. À la fois, je réalise pas ce qu'il m'a proposé. À la fois, je suis contente. À la fois, je suis flippée. Ça a été, je crois, difficile à entendre, à réaliser. C'est un rêve, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis que je fais de l'alpinisme. J'ai toujours voulu
participer à une expédition, aller sur un camp de base, voir comment ça se passe, vivre ça. Et là, j'ai quelqu'un, j'ai D'ici qui me propose ça et c'est génial quoi. Et en même temps, j'ai flippe quoi. J'ai les miquettes. Donc, bientôt on rejoint Ibaï. On est dans l'avion, on est dans l'avion. Donc nous voilà partis les 5 sur le trek d'acclimatation qui est le Tour du Manaslu avec Ibaï, Stéphanie, Mayalen, Diakesh et puis moi et l'équipe de Népalais qui nous accompagne, des Sherpas népalais, des porteurs. Et on est sur quelque chose d'un trek qui est très très bien pour nous en termes d'acclimatation parce qu'extrêmement progressif, extrêmement doux. Et tout en nous acclimatant de manière très progressive, sans forcément trop puiser trop vite dans nos réserves. On voit les belles montagnes blanches apparaître, la hauteur, de suite on se rend compte que voilà, on est assez rapidement bien plus haut que chez nous. Et donc du coup c'était un bon moment pour rentrer gentiment dans l'expédition et dans ce qui va nous attendre. En tout, jusqu'à arriver au camp de base, on met quasi 9-10 jours. Et tout le monde arrive au camp de base et là on sait qu'on va rester 3 jours avant que Stéphanie et Ibaï s'en aillent. Papa Maya. Bienvenue, il y a un moment qu'on attend ça. Allez. Ah! Ah! Eloura! Eloura! Maya! Oh, Dawa! Ça va? Ça va. And you? Papa, un petit couac. Bye bye. Ah bah, ils aiment. Aupa, Stéphanie! Aupa! Guna, ederrena gaur. Base camp! Le camp de base, c'est un petit village de montagne donc, qui est installé sur une fan de glacier. Donc il y a quelques névés un peu au-dessus de nous, mais nous on a nos tentes sur de la caillasse. Donc il y a plusieurs endroits, les meilleures places sont prises par les expés commerciales. C'est quand même pas tout très joli. Il y a un report, il y a une tendance à reporter voilà ce que l'on voit ici en bas de conflits entre les gens, les entreprises. Voilà, de compétition, à le reporter au camp de base, quoi. Je le savais que c'était comme ça, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est pas que ça déçoit, mais bon, ça vient conforter quelque chose qu'on avait anticipé et ça vient le conforter. Donc voilà, c'est pas le camp de base, c'est un peu m'as-tu vu et un peu, il y a aussi beaucoup de testostérone, quoi. Donc on partage tout ça, donc on a nos amis Dawa et Myanmar qui nous aideront pour l'ascension. Pemba qui est notre chef cuistot, les aides cuistots, bon voilà. On s'installe petit à petit dans notre espace et dans ce qui va être notre maison et puis notre petit cocon et notre havre de paix à chacun. Donc voilà la buanderie. Donc les affaires sèches au plafond. J'ai ouvert un petit peu les sacs. Quelques affaires qui étaient trempées. Là, c'est ma chambre, la salle de bain, la bibliothèque. Voilà. Là-bas,
le placard à chaussures. Ici, le placard à sac. Et là, le placard à fringues et le placard à bouche. On aurait pas mal. Mais au début, on se dit qu'on va essayer de se garder un peu de dignité quand même, et puis après, on se rend vite compte que l'hygiène, le manque d'hygiène, le peu de confort, en fait, font que tout ça, on le laisse de côté. Et puis l'altitude aussi. L'altitude fait que on est quand même à 4008, et puis donc l'altitude fait que y a plein de choses qui deviennent secondaires, quoi. Donc c'est vrai que les douches c'est pas très souvent, et puis voilà, tout ce volet-là on le laisse pour se raccorder un peu à la bête sauvage qui est en nous, quoi. La montée sur le Manaslu, elle se décompose sur 4 étapes. Et sur ces 4 étapes, donc on démarre du camp de base. Donc la première étape du camp de base, du camp 1, c'est la première étape qui est relativement simple parce que la moitié est sur un chemin terreux et la deuxième partie, elle est sur le glacier. Donc pas dur techniquement, mais longue. À partir du camp 1, c'est la partie dangereuse du Manaslu. Entre le camp 1 et le camp 2, on est dans ce franchissement de séracs, de crevasses, des immeubles de séracs où on est obligé de passer dessous. Voilà, on ne sait pas pourquoi ça tient quand ça passe, mais on prie justement que ça tienne au moment où on passe. Partie très difficile. Camp 2, camp 3, c'est un peu plus de distance, moins de chaos, moins de danger objectif, moins de séracs. Camp 3, camp 4, ça a été et de la distance et de l'altitude et des pentes comme ça. Et ensuite, jusqu'au sommet, je l'ai vécu que de nuit. Et en fait, c'était des montées au départ assez douces et puis ensuite des murs. Non, len campamento egun. On s'acclimate en allant sur les camps d'altitude. Donc tout ça a été calé avec entre nous trois et Jean-Michel Campagne. L'acclimatation, on ne peut pas la préparer ici, on ne peut pas la préparer ou partiellement, éventuellement dans les Alpes, mais on ne la prépare que quand on y est. Par contre, on doit observer, pour s'acclimater, un certain nombre de critères très importants. Et la première partie de l'expédition est déterminante pour la suite. Il faut progresser lentement pour économiser ses forces. Ça, c'est très important dans cette phase d'acclimatation où il se passe énormément de choses au niveau de l'organisme qui vont aboutir à l'acclimatation qui va demander 8 à 10 jours. Ce qui est très peu dans l'échelle de la vie, je dirais. L'organisme est quand même très très réactif et du reste, il va réagir très vite. Quand on va arriver en altitude, on va avoir le souffle court et on va avoir le pouls rapide. On va avoir une accélération. C'est-à-dire quoi? La respiration est en difficulté, la ventilation, donc on va respirer plus vite et plus fort, on manque d'oxygène. Et puis le cœur, il doit battre plus vite pour amener de l'oxygène partout dans les muscles. Donc il y a un certain nombre de règles très importantes à observer. 1, on ne progresse pas plus de 400 à 500 mètres par 24 heures en altitude. Ça, c'est très important. Deuxièmement, on ne fait pas d'efforts inutiles en altitude durant la phase d'acclimatation. C'est-à-dire qu'on doit aller d'un point A à un point B, on le fait. Et puis, même si la photo est très jolie au point C au-dessus, c'est pas la peine. Non. On s'en tient à son programme. Par contre, on doit monter quand même un peu haut pour stimuler l'acclimatation. Quatrièmement, on ne reste pas trop longtemps trop haut. Parce que si on reste trop longtemps trop haut, dans tous les cas, on va se dégrader. You, Myanmar? Yes, I'm ready. Yes. 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 You. Ça fait chaud. Waouh. Hein? C'est saigne.
Protège-la. Hein? Protège-la, tout blanc. Hein. Donc une acclimatation qui se passe globalement très très bien, avec aller-retour camp 1, après plus tard camp 1, camp 2, nuit au camp 2, montée au camp 3, et donc on est monté au plus haut à 6008 je crois. Egunon. Egunon, egunon. Stia. Aula de Moreneja. Ah ouais. L'idée c'était de ne pas dormir au-delà de 6004, par contre d'essayer d'aller marcher jusqu'à 7002. Bon, ça c'était une discussion avec Jean-Michel, mais de surtout pas dormir à 7000, totalement inutile, malgré que nous, toujours besoin de se rassurer, parce que bon, Fredo est déjà monté à 8000, pour moi et Mayalène on n'y est jamais monté, donc il y a un petit moment où on se dit... voilà, comment on sera là-haut, quoi. Les alpinistes qui vont dans ces milieux de très haute altitude ont un potentiel, je dirais, un capital jour à passer au-delà de 6500, 7000 limité. Ça veut dire que plus ils resteront au-delà de 6005, je dirais, moins ça ira. Donc, autant garder ce que je leur disais, c'était un peu l'expression que j'avais, vous avez 8 cartouches. Au-delà de cartouches étant les nuits à passer, vous en avez 8. Si dans la phase de préparation vous en grillez 2, ben vous ne les aurez pas après. Donc pour moi, il faut jouer l'économie. Moi je me filme. T'as vu l'arrière, comment c'est beau? Là derrière toi. C'est magique. C'est magique. Upamaya. On est pour la deuxième fois au camp 1. Ouais. Consécutif. Donc, consécutif. Hier on est monté. Aujourd'hui on a monté notre matériel, le matériel qui pèse un peu, le matériel technique, là, les broches, poignées de jumard, longes, tout ça là. Et là en fait on voulait quand même marquer le coup parce qu'on est Tokyo là, Gochuan, et on est en train de déguster un petit jambon incroyablement bien tranché de Monsieur Jean-Pierre, qui se reconnaîtra. Milesh Keranic. Miam miam. Waouh, c'est une furie ce truc. On va le claquer. Oh putain. Mais une fois qu'on a préparé tout ça, on redescend au camp de base et on se repose. Rien.
mais rien de rien. C'est-à-dire que pour moi, aller en expé, c'est amener des bouquins aussi, parce qu'il y a des longueurs. Il faut respecter des repos, il faut respecter vraiment, je dirais, respecter son corps et s'écouter. La plupart du temps en expédition, il ne se passe rien. Il faut attendre au camp de base ou dans les camps intermédiaires, il ne se passe rien. Et c'est ceux qui savent attendre, ceux qui savent résister à cette attente qui est des fois très très difficile, c'est dur. Hein. D'ailleurs, on peut dire que c'est celui qui sait attendre qui peut réussir. Dehors, c'est tous les jours, ça fait le 3e jour qu'on a un temps comme ça. Voilà, gure denbora, euria, tapatua. Egunon, Jaco. Egunon. Bon, là, ici, là. Eh bien, après 8 nuits au camp de base, à 4800, ça y est, on a le beau temps qui rentre pour quelques jours. Donc eh bien, on a préparé nos sacs et on part sur le camp d'abord pour ce soir et demain. En fait, disons qu'on part pour 5 ou 6 jours. Avec l'objectif de monter au camp 1, camp 2, aller-retour au camp 3, et voilà, et retour au camp de base. Et, si on arrive à faire ça, on pourra considérer qu'on est acclimaté, on pourra se reposer derrière pour faire une tentative. Mais avant ça, voilà, on va y aller tranquille aujourd'hui, il fait super beau, on n'a pas eu le soleil depuis très longtemps, donc ça fait vraiment plaisir, et puis on va prendre notre temps, vraiment prendre notre temps et y aller, voilà. Objectif, faire une belle acclimatation. Voilà, on est les 3 très bien aujourd'hui. Évidemment, dès qu'il y a le soleil, le moral remonte toujours en flèche. Donc voilà, Pacha egunon bat. Ieran ez biziki. Pixkat stresatia, blokatu niz pixkat hemen zerbikaletan duela 2 egun, ez dakit hori den edo stresa, baina badut pixkat min bera hemen espaldetan. Atxa labura, genial, igaiteko, trobea. Bon, voilà, pentsatzen dut dela gehiago piskat estresa eta... Nongentzatuko niz, atxartzera joitea poliki, baina, kusten dugulaik puntia hori, urrunda, profunda, eta beraz, bada estresatzeko pixka bat. Normal, Ara, beraz, joan niz goxoki zinez. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de là? Hein? On est venu acheter un terrain. Un petit thé. On nous a mal aiguillé. C'est un peu loin. On nous avait dit en haut, vous allez voir, il y a un magnifique plat de shot, mais il n'y est pas le plat de shot. Blague à part, on est au camp 1. Et on est dans notre tente, 3 places. Et on va se reposer au camp 1. Voilà. La phase d'acclimatation intense est partie. On démarre la phase 2 de l'acclimatation. C'est-à-dire qu'on va rester là. Donc minimum à 5007. 5 jours. 6 jours. Ouais. Bon, on a juste montré notre installation, et on a juste à côté de notre installation, c'est notre équipe de choc. Dawa. Hi, Dawa. Et en fait, derrière lui, regardez cette vue exceptionnelle.
Allez, le corps battu. Bye. Come to. Si, le record battu, c'est à chaque fois. Hein, c'est à chaque fois qu'il est battu. Et là, j'ai la gueule en vrac. Hello, Gunan. Bon, on est le lundi 20 septembre. Première nuit au camp 2, 6400 mètres. Donc, on était monté hier au camp 2, mais redescendu au camp 1, pour essayer d'acclimater un peu mieux. Voilà, donc aujourd'hui on est monté avec le temps, tranquillou. Il faisait super chaud. C'est impressionnant comme il fait chaud. On arrive, il fait 25 degrés sous les tentes. Et puis après, dès que le soleil part, boum, c'est froid, ça pèle. Donc voilà, 17h30, on a mangé. J'ai laissé les garçons, on a mangé dans leur tente. Et là, moi, je suis dans la tente de notre Français, qui s'appelle Jonathan Lamy, qui nous a gentiment prêté sa tente, parce que lui, il redescendait au camp de base. C'est Fredo qui était passé me voir, qui avait reconnu le drapeau français, qui me cherchait à me rencontrer sur le camp de base du Manaslu. Et moi je suis quelqu'un, moi je suis un petit Français, voilà, j'aime bien saucisson, tout ça. Donc je lui ai dit, écoute, viens, on va se boire un petit coup dans la tente. Et on a vraiment bien sympathisé. Et puis après il a fait venir son équipe et là ça a été super parce qu'on a partagé des super bons moments au camp de base. Jusque même au camp 2 où on a eu des échanges un peu, voilà, j'ai prêté ma tente, ils m'ont passé des choses. Enfin, il y a eu des super bonnes relations et franchement j'espère même faire un jour une expé avec eux parce que c'est des gens de valeur et avec beaucoup de respect et ça je pense que c'est important et moi je m'y retrouverai aussi avec des gens comme ça. Opa, animo, animo. Venga, viva. Ay, good. Yes, en opposition au Pageco. Eh bien, pas rendu. Allez, on a toute la journée, s'en fiche. Eh John, fais-moi un coucou, caméra. Chassé croisé. Ouais. Caméra. Aïe. Aïe. Venga. Animo, animo. Allez, Maya, Nirmar et Yakesh dans la partie la plus délicate.
Je pense que c'est cette traversée qui est du Gros Sérac, assez délicate. Bon, mais voilà, on est arrivé au camp 2, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour la deuxième rotation, mais celle-ci on va dormir ici ce soir. Donc première nuit à 6005 quasi. Bon, comme on vous dit, et comme vous avez du mal à nous croire quand on est chez nous, il fait très chaud, et quand on dit qu'il fait très chaud, il fait très chaud. Hein, Jaco? Donc voilà, donc ça fait 1 heure que j'ai ma montre sous la tente. 28 degrés. Donc on subit un peu là. On doit avoir des sales tronches là. Puis on est un peu haut et ça plus la chaleur, ça calme. Fait moins les malins là. Et après dans 2 heures il va faire 0 quoi. Voilà, ça on va se peler les roubignoles. Les cacahuètes. Justement, on en a mangé les cacahuètes. Ouais, mais bon. Bon, mais voilà. Noodle soup. Noodle soup. Eta zeiten honetan. Txalde pasteta. On est en pyjama et on mange de la soupe. Agai. C'était côte de bœuf ou noodle et puis on a pris noodle. C'était meilleur. Hein? Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très bon. Xala berotzen du ikaragia. Zenta iguzkia joan da, mendia gibelean, eta segidan hotz egiten du kanpoan. Zigarri hotz egiten du. Voilà. Alors dada, les noodles. Avec des cuillères sans fond qui font qu'on mange comme des gros cochons. Niakash il est devant là. On a un sacré coup de cul là à monter. La météo est bonne pour notre fin d'acclimatation. Donc on va faire juste un aller-retour. On fait un aller-retour camp 2, camp 3. On va rester un petit moment au camp 3, 6008, 6009. Voilà, puis on va redescendre au camp 2, dormir, et on va redescendre au camp de base. Upamaya. Upamaya, egunero joko. Oui. Allez, Olivier Guinic. Un alpiniste qui est dans ce milieu très hostile, il va être angoissé. Ce qui est normal, parce que c'est un endroit où on ne peut pas vivre longtemps. Tout le monde le sait. Ils savent très bien qu'il y a un engagement quand même important à aller sur un 8000 et à dépasser surtout la barre des 7000, entre 7000 et le sommet. Là, il peut se passer beaucoup de choses imprévisibles. Hein, dû à l'altitude, dû au fait que s'il leur arrive un problème, même un problème physique, ils peuvent se faire une entorse de la cheville, n'importe quoi, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls, hein. On ne va pas venir les chercher, quoi, hein. Donc ça génère une anxiété, une angoisse légitime. Et donc
dans ces situations-là, effectivement, on s'écoute un peu plus que quand on est au bord de la plage, quoi. Et donc, si on commence à avoir un peu de mal de tête, un petit peu le nez qui coule, une petite toux, un peu mal de gorge, voilà, il faut. Et ça s'est passé, donc oui, effectivement, au moment de partir, on m'interrogeait. Non, j'ai rassuré, mais très naturellement et simplement. Il faut fermer la porte, quoi. Non, tu es un peu enrhumé, voilà, tu prends 2 Doliprane, circuler, quoi. Voilà, il faut. Et ça, on peut le faire si on a confiance l'un à l'autre et si on connaît les problématiques, quoi. Et il était là pour nous rassurer. Je crois que nous étions 3, mais je crois que c'est notre 4e de cordée, tout ça. Il en fait partie. Il y a Jean-Michel Campagne, mais il y a Yann Geiser-Danner aussi, qui est notre routeur, qui lui s'occupe de tout ce qui est météo. Je suis météorologue à Chamonix depuis presque 45 ans. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'école de la météo, il y a une école de la météo, j'ai pu venir à Chamonix et donc j'ai fait toute ma carrière de prévisionniste, spécialisé montagne évidemment. J'ai de l'information météo. Cette information météo elle est sur l'ensemble du monde et ensuite je fais un zoom sur la région sur laquelle je dois faire des prévisions, que ce soit sur l'Alaska ou sur l'Himalaya. Ensuite, je fais un zoom un peu plus précis sur la montagne sur lequel les alpinistes vont évoluer. Souvent, je suis le 3e homme, hein, je veux dire, parce que je fais effectivement les relations, elles sont fréquentes. C'est 1 fois, 2 fois par jour. Et puis dans le moment crucial de l'ascension, eh ben là, oui, je sais pas que c'est constant, mais je peux envoyer les SMS et dire c'est bon, on peut peut-être attendre un peu, faire une halte au camp 3, faire une pause au camp 3 pour ensuite accéder au sommet. Oui, on est en relation constante. Mais c'est pas du tout les mêmes prévisions qu'on peut faire à la télé. C'est de la haute couture, ça. Je veux dire, c'est vraiment, je dirais pas, ouais, c'est ce qu'on fait de mieux quand même. Donc c'est extrêmement précis, je passe beaucoup de temps. On a fait un point téléphonique et c'est le seul point téléphonique qu'on ait fait durant l'expédition. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé avec leur téléphone satellite. Ils m'ont appelé et on était les 4 en ligne, je dirais, et on a fait un point pour quelque part valider le départ 24 heures après vers le sommet. Où là, il ne faut pas traîner, il faut enquiller. Progresser très rapidement entre les cas. Et donc on a eu une discussion qui a duré 15 minutes, 15 ou 20 minutes. On a fait un point un peu individuel avec chacun d'entre eux. Moi j'ai vu que ça allait bien. J'ai donné le feu vert, quoi. J'aurais dit non, moi il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, alors bon, un peu de maux de tête, un peu de mal de gorge, non, c'est bon, oui, un peu de rhume, c'est normal, hein, ou un peu de trucs. Quand je voyais ce qui s'était passé précédemment, le rythme, la progression, les horaires, on en était carrément, moi je voyais les horaires, leurs horaires de progression entre 2 camps, je voyais que ça allait, quoi, en fait. Donc on a validé ça, et c'est important pour eux, hein, parce qu'à un moment donné, si je leur dis, s'ils sentent que je doute de leur forme physique, c'est pas la même histoire, hein, après, hein, donc voilà, il ne faut pas douter là, il ne faut pas que je doute. Et il ne faut pas que je leur transmette le moindre doute. Et je le fais tout à fait objectivement parce que bon, j'ai les infos qu'ils me donnent, mais je sais lire entre les lignes aussi. Hein, voilà. Et je sais que ce qu'ils ne me disent pas, c'est qu'ils n'ont pas à me le dire et que ça va, quoi, en fait. Hein. Donc on ne va surtout pas dramatiser. Après tous ces moments de stress, de doute, ouais, je crois que le doute fait partie de peur. Nous voilà, Mayalen, Yakesh et moi-même partis pour tenter ce 8e plus haut sommet du monde, et ayant fait notre dernière prière de la puja
Au camp de base, nous voilà partis les trois, ultra concentrés. On parle pas beaucoup là, on parle pas beaucoup. Et on est fin prêt et on y va, on entame notre ascension. C'est parti pour notre semi-push, il pleut. Non, du coup maintenant il neige, il a fait que pleuvoir ce matin. Donc on a bien mangé. Et là, c'est parti. Pas d'accord. La digestion. Ah, on est bon à table. Opa, vaya. Allez. C'est parti. Oui. C'est une des seules fois de l'expé où je me suis transposé sur les jours d'après. Puisque jusqu'à là, en fait, on vivait vraiment le jour présent, la demi-journée présente. Je suis bien. Je suis moins bien, je me couche. Je suis le moment présent. Voilà. Sauf que là, à partir de là, on sait quand même où on va. Donc je me donne en fait comme objectif le camp 4. On voit sur les films, tout ça c'est beau, mais il fait froid, c'est dur. L'hypoxie, c'est quand même difficile à gérer. Oui, c'est pas une aventure, c'est pas un sport où il y a le plaisir en permanence, c'est quand même dur. Et puis c'est risqué quand même. Hein. Je veux dire, la Formule 1 c'est peut-être dangereux, mais l'alpinisme et l'himalayisme et les courses de haute altitude, oui, il y a quand même il y a un danger important. Les dangers sont tellement présents, pas loin. La faute est très très rapide. Ouais, c'est quand même une activité dangereuse. Mais quel plaisir après, voilà. Mes prévisions s'adaptent en fonction du niveau, ouais, bien sûr. Si c'est une expé commerciale, c'est pas la même chose qu'un alpiniste tout seul ou deux copains ensemble en montagne qui ont une grosse expérience. Ouais, là, je pourrais me donner à fond et dire voilà, il y a un coup de mauvais temps, on reste caché 12 heures pendant le mauvais temps et on continue après. Quoi. C'est quelqu'un qu'on connaît pas, mais c'est quelqu'un qui a une réputation, enfin voilà, d'excellent. C'est une référence à la matière. Donc on a eu la chance d'être accompagné par lui sur cette expédition et du coup on a une confiance aveugle, quoi. On a une confiance aveugle et quand on démarre pour le Summit Push, on démarre un samedi et c'est vrai que le dimanche il a dans la nuit du samedi au dimanche, il neige, donc on est au camp 1 et en fait on décide de rester au camp 1 une nuit de plus et puis alors que tout le monde continue en fait son Summit Push, quoi. Donc ça donne lieu à des échanges assez vifs avec les Sherpas. Un petit conflit avec nos Sherpas parce qu'ils n'avaient pas prévu ça, sachant qu'il y avait toutes les expés qui allaient ce jour-là, donc on allait se retrouver beaucoup de monde. Souvent il y a des conflits qui apparaissent. Oui, bien sûr, c'est pas simple ça à gérer. Ça après, mais moi, voilà, ce qui compte, c'est le sommet, la sécurité, le retour. Donc, si je fais un changement dans la prévision, au dernier moment, c'est que il y a réellement besoin de changer de plan. Et puis, il faut être dans la vie, il faut savoir vite changer et accepter. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas si simple en plus. Hein. Camp 1, aujourd'hui, 2007. Ciao Inoso. Oui, on a bien dormi, mais le réveil surprend un peu parce que il y a au moins 30 neiges fraîches. Et on est sur la partie montée camp 1, camp 2, la partie la plus technique quasiment. Bon, on va voir comment ça va bouger autour de nous. On passe une deuxième nuit au camp 1 et ensuite on s'élance vers le camp 2 le lundi matin. La montée se passe assez bien, on arrive, enfin assez bien, comme elle peut se passer, on arrive au camp 2
Et puis, donc là, on est en train de se reposer, de s'hydrater, et on croise des gens déjà qui redescendent en fait, qui ont fait leur summit push, notamment Jonathan Lamy, notamment Vadim de Ruel, et donc voilà, qui nous racontent comment ça s'est passé, etc. Donc c'est génial parce qu'on a déjà un premier retour d'expérience par rapport à des gens qui viennent de le faire et qui redescendent et qui nous donnent des informations qui sont précieuses, et notamment sur la partie camp 3, camp 4 qu'on connaît pas et camp 4 sommet qu'on connaît pas non plus. Donc ils nous donnent des informations et je pense qu'elles sont précieuses parce que voilà, Jonathan qui te dit ouais si camp 3, camp 4 il y a des belles montées, il y a des bons coups de cul, sommet aussi, voilà, les gens ils disent que ça monte cool, mais non, il y a vraiment des passages raides, etc. Donc quelque part, il nous prépare un peu il nous prépare un peu à cette incertitude qu'on a sur ces deux phases-là qui nous manquent et qui sont quand même les plus fondamentales. Démarrage difficile. C'est comme ça les vieux moteurs. Ça met du temps à démarrer, après ça va, mais difficile au démarrage. Ciao ciao. Jakieś, Linar, Mayelen, Hala. I te góry Gibelean. Wow. Yes. Alors là, il est bordel. Opa, Jaco. Allez, comme deux. Voilà, il est midi 20 et on est arrivé au camp 2 à 6000 et Gabi. Sorry. Non, no problème Gabi. Et donc voilà, une deuxième étape de fête. Et Maya? Et Yako? Yako. J'ai coulé la chie aujourd'hui. Ouais, c'était dur. Hein. Mais bon. Il n'y a pas que toi, Jaco, et tout le monde. Hein. C'est pas grave. Tout le monde. Il y a une personne qui m'a dit, j'arrivais chaque fois dans un camp complètement défoncé. L'essentiel est de récupérer. Alors à partir de cette minute, je vais récupérer. Nickel. C'est même plus essoufflé. Ah bah essoufflé, c'est pas le problème, non. Grosse étape aujourd'hui. Donc camp 3, camp 4. 6007, 7004. Et puis voilà. Ouais, on y est. Une grosse étape aujourd'hui, je pense, 5-6 heures. Ouais, je pense, ouais. Au moment où on arrive au camp 3, on arrive au moment où notre Sherpa nous dit il y a un décès la veille
un Canadien qui fait une crise cardiaque et qui est entre le camp 3 et le camp 4. Et ils attendent l'hélico pour aller l'évacuer. Une erreur de ma part, voilà, je suis conscient aujourd'hui. Est-ce que ça a perturbé la montée de Mayalen après? Je ne sais pas, mais ça a peut-être fait partie de... Elle a été déstabilisée, je pense. Mon erreur a été de ne pas lui en informer parce qu'elle était dans une tente à côté qui était à 15-20 mètres de la nôtre. Donc on démarre pour le camp 4 et là pour moi ça va vraiment être la journée, je pense, la plus dure de ma vie sportive, je pense. Ouais. C'était montée camp 3, camp 4 en fait. Elle a vraiment été... je suis arrivée, j'ai dit aux garçons, là j'ai grillé 10 ans de mental quoi. J'ai grillé 10 ans de mental parce que ça a été très long, ça a été la journée la plus longue. Et puis... en altitude, c'était vraiment, on passait les 7000, donc on passait une barre assez importante. Donc on démarre, on a un premier coup de cul et puis après ça s'aplanit un petit peu. Donc là on doit être autour de 7000 mètres d'altitude, je pense. 6009, 7000. Et puis je vois des gens un peu plus loin, là, un peu attroupés là. Et je me dis c'est un bon coin pour faire une pause, c'est cool. Je vais boire un coup, me poser après le démarrage là qui a été un peu raide. Et puis en fait, j'arrive à hauteur de cet attroupement là, de cette petite plateforme. Et là, Diakesh il me passe à côté en fait et il me fait t'arrêtes pas, c'est bon, on le sait, on peut plus rien pour lui, vas-y, continue. Je dis mais qu'est-ce qu'il me dit? Et puis là en fait, je vois quelqu'un qui est allongé. En fait, c'est un Canadien qui est mort la veille en fait, qui est mort la veille sur la descente, un gars de 37 ans et qui attend d'être élytroyé. Et en fait, les gars avaient l'information, les Sherpas leur avaient donné, et moi, ils me la bouffent. Ils me la donnent pas, ce démarrage. Et moi, je me prends un uppercut, là. Pouah, ça me pète à la figure assez violemment, parce que en fait, de manière assez concomitante, en fait, je vois l'attroupement de personnes, je vois le corps de ce malheureux emmailloté dans nos paillasses de tente là qui nous servent d'isolant, et je vois juste les deux chaussures qui sortent comme ça là vers le ciel, et en fait c'est les deux chaussures qui montent vers le ciel là que je vois et qui me font percuter que c'est quelqu'un en fait, que c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui est décédé. Et là je fais ah ouais. Et puis en même temps, j'ai Diakesh qui est à côté de moi, qui me gueule à manger dessus. Donc c'est complètement surréaliste ce moment. Ça dure, je sais pas, 10 secondes peut-être, le temps où je percute que c'est quelqu'un, où Diakesh me dit vas-y trace, on s'en fiche, on peut plus rien pour lui. En même temps, Fredo il est là, il discute avec un Français peinard à côté. C'est complètement surréaliste ce moment. Et pour moi, c'est vraiment un moment hyper violent parce que c'est un moment où je me dis ce que tu fais, c'est dangereux en fait. C'est pas facile et puis en fait, c'est un moment où je découvre un premier monde que je ne connaissais pas, puisqu'en fait, c'est l'altitude où on commence à croiser un petit peu tout. On croise quelques gens qui descendent. On croise des gens qui montent, mais des gens qui montent et qui se mettent sous oxygène. Et là, en fait, tu te retrouves d'autant plus en décalage, en fait. Parce que tu as des gens qui sont à côté de toi, qui sont autant essoufflés que toi, et puis ils lèvent le petit doigt et le Sherpa les branches, il file. Là, toi, t'es là. Ah, ouais, ok, bon. Moi, je vais baisser la tête. Et en fait, quand je dis c'est une lutte mentale, c'est qu'en fait, c'est tellement difficile en termes de respiration. C'est pas techniquement que c'est dur, mais c'est t'arrives pas à avancer quoi. Alors le Manaslu, c'est vrai que c'est pas pareil quand on est sans oxygène, le corps se fatigue beaucoup plus vite. Donc à chaque fois que je montais, je disais tous les 50 mètres, je me reposais la question, mais c'est aussi une façon d'être raisonnable. Je me suis dit est-ce que je le mérite, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est raisonnable de le faire? Et à chaque fois je dis ok c'est bon. Et moi je voyais les choses comme ça. Et c'est pour ça, peut-être grâce à ça, que j'ai réussi à aller au sommet. Alors forcément on l'apprécie pas pareil le sommet, on lutte un peu plus, c'est un peu plus physique au sommet. Je suis resté peut-être 5 minutes au Manaslu contre 2 heures au sommet de l'Everest. Donc encore une fois j'ai la chance
d'avoir fait un 8000 sans oxygène. Je pense que j'en ferai d'autres, mais il y en a que je ferai avec oxygène peut-être, puisque je me dis que voilà, j'ai envie aussi de rentrer à la maison vivant. Quand on arrive à des altitudes extrêmes, c'est-à-dire au-delà de 6008, 7000 surtout, on est dans des conditions où on n'a plus que, entre guillemets, un tiers de l'oxygène disponible pour faire fonctionner l'organisme. Et on doit continuer à monter. Donc on doit fournir un effort. Donc tous les voyants sont au rouge là, à ce moment-là. Et quand on est dans cette zone, alors que certains appellent la zone de la mort, c'est la zone en altitude où peuvent survenir les plus graves complications, statistiquement je dirais. Un œdème cérébral de haute altitude, un œdème pulmonaire, ça peut venir dans cette zone-là, au-delà de 7000. Ça peut survenir chez quelqu'un qui a la sensation et qui s'est bien acclimaté et qui n'a aucun signe de mal aigu des montagnes. Voilà, c'est entre guillemets un peu la loterie, quoi. Et donc c'est pour ça c'est des zones où il ne faut pas rester longtemps, quoi. Plus on reste, plus on s'expose. C'est un poeta, lo riseraco dessus. Allez, mostoko duto. On n'a pas de secours. Voilà. On n'a pas de secours. Dans le sens où on n'a pas d'oxy. Et on n'a pas de bouteille de secours dans le sac. Et je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je saurais faire demi-tour, comme je dis, si ça se passe pas bien. Mais ne serait-ce que d'avoir, ne serait-ce qu'une bouteille d'oxygène en secours dans le sac, psychologiquement, c'est pas la même. Pas d'ox en secours, ce qui veut dire que l'engagement, à partir de cette décision-là, l'engagement, il est clair. On sait dans quelles conditions on part pour le faire sous telle forme, et chacun doit avoir la responsabilité de soi-même. Bien au-delà d'avoir la responsabilité des autres, c'est une responsabilité personnelle, c'est par une mauvaise décision ne pas mettre les autres en danger, parce que de toute façon, ce n'est pas une fois là-haut qu'il faut réclamer de l'ox, il n'y en aura pas. Donc si on prend de l'oxygène à ce moment-là, au-delà mettons de 6005, 7000, ben, c'est comme si on était sur une progression beaucoup plus basse en fait, parce qu'on amène un peu d'oxygène. On ne compense pas complètement le déficit en oxygène, on le compense partiellement. Donc on simplifie beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'on gagne en puissance, on gagne en lucidité, on gagne en beaucoup de choses. Donc si on prend de l'oxygène, surtout sur la très haute altitude, on gagne en sécurité finalement. Bon, j'espère une chose qu'il faut qu'on monte là. Les Rinanouk. Wow, ça fait mal, hein. Minitena. Allez, l'avant-dernière étape. Allez, Bihar Kashko. Hala ikusten zie, hori zanen da gure kanpamendu laugarrena. Haupa Jaco. Allez, objectif atteint. Objectif atteint. 24. Laugarrena. Laugarrena. Rakizu zer da Laugarrena. Bon, allez. Et si vous voulez voir quelqu'un de touché, vous l'avez en face. C'est... Là, je vais enlever mes lunettes parce que sinon on ne voit pas. Et en fait, c'est un drôle de sommet parce que il y a des gros coups de cul, quoi, comme on appelle, hein, c'est pas vulgaire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de régulier. Il y a des coups, mais alors, et ça, moi, ça me hache. Parce que vous comprenez, Pépé a 53 ans, il lui faut des autoroutes. Quoi. Je crois que demain, ça va pas être trop mal. Aupa Maya! Aupa!
Camp 4. Opa. Opa, Maya. Opa. Je pense que j'ai laissé des hommes de longtemps là. Comme dirait Jack Chaud, le con. On arrive au camp 4. Et puis ben, on boit, on se restaure, etc. Et c'est magnifique, hein. La vue, elle est splendide. Il fait beau, il fait pas trop froid. Les conditions annoncées, elles paraissent géniales. Donc, je me dis quand même, là déjà, moi je me dis quand même, mais comment tu vas pouvoir repartir dans quelques heures? Parce que finalement, c'est que dans quelques heures, quoi. Il est déjà 16 heures. Dans le timing, c'est bon, allez, on se restaure, on mange, on se couche vers 9 heures, et puis à minuit, 1 heure, on se lève, à 1 heure du mat, c'est parti. 1 heure, 2 heures, c'est parti, quoi. Donc c'est quelques heures de sommeil. Et là, tu te dis, bon, bah, t'as déjà fait, quoi. T'as déjà eu fait. Mais ouais, là, quand même, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais t'as déjà eu fait. Pour le servant, c'était pareil. Pour la verte aussi. Tu dors pas, tu dors peu. Voilà, donc tu vas savoir faire, quoi. T'as l'impression que ça va pas le faire, mais ça peut. Allez, vas-y, lâche la faire. Ne te prends pas la tête. Donc, bah, on mange. J'ai pas le souvenir d'avoir trop mal à la tête ou d'être scotché par l'altitude. Je suis plombée, tout va à 2 à l'heure, mais bon, pas plus que ça, quoi. On mange, on se couche. Donc là, sur le camp 4, moi j'étais avec les Sherpas dans la tente. Fredo et Yakesh étaient dans leur tente, tous les deux, et moi j'étais avec les Sherpas. Je sens l'altitude, je commence à être écrasé. J'aime bien ce terme parce que j'arrive pas à définir tout à fait ce qu'on ressent, parce que la difficulté du manque d'oxygène, c'est difficile puisque bon, au-delà de rythme qui se ralentit, c'est plus que ça, quoi. On se sent écrasé, quoi. Les garçons sont dans leur tente et je sais pas, ça fait 1 heure qu'on dort, qu'on se repose. Et puis là, on entend du bruit, du bordel dehors, des gens qui arrivent. Il fait nuit noire, hein. Help, do you have some water, hot water, please? On se dit qu'est-ce qui se passe? Et là, les Sherpas, pouf, ça réagit direct, ça se relève. Ils leur demandent en anglais, mais vous êtes avec qui? Donc ils vont à la rencontre des gens dehors. Vous êtes avec qui? Vous êtes avec quelle agence? Non, on est sans agence, on est juste tous les 3. Et en fait, donc il y a une fille et puis 2 gars. Et la fille, elle est dépouillée. Elle est fracassée, elle est ventilée comme une cocotte minute. Donc elle est en hypothermie, elle a des débuts de gelure dans les doigts, dans les pieds. Donc en fait, ils n'ont pas de tente au camp 4. Donc cet équipage-là, ils sont montés pour faire une performance du camp 3. Ils sont partis le matin, donc le matin, ils sont partis du camp 3. L'objectif, c'était qu'ils fassent sommet, qu'ils redescendent à ski jusqu'au camp de base, direct. Il est 21h, ils sont plantés au camp 4. Donc ils ont rien, ils ont plus de bouffe, ils ont pas de tente, ils ont pas de duvet, ils sont à poil, quoi. Et donc là, les 2 gars, je sais pas où est-ce qu'ils ont dormi, ils ont certainement dû squatter une tente qui devait être vide. Mais nous, en fait, la fille, les Sherpas, non Sherpas, s'en occupent, en fait. Et ils vont s'en occuper pendant 1 heure, 1 heure et demie pour la réchauffer, moi je lui donne du Doliprane, pour lui souffler sur les débuts de gelure pour pas qu'elle s'empire, etc., etc. Mais elle a une tête de morte, quoi. Elle a une tête, elle est grise avec des cernes violettes. Ouais, ça fait un peu too much, quoi. Je pense que un sommet, c'est une somme de détails, en fait. Et là, moi, mentalement, je prends un 2e hypercute, quoi. Je me dis, mais elle va crever, quoi. Elle va crever dans notre tente. S'il faut, demain, elle est morte, quoi. Elle est dans un état, moi, qui me fait flipper. Alors, j'ai pas de connaissances médicales. Et c'est juste mon appréciation du moment qui me dit, elle va crever. Donc heureusement qu'on n'en cherche pas quand même, s'en occupe et s'en occupe bien. Finalement on partage 3 duvets avec elle,
Et alors les Sherpas ils sont sympas avec moi. Dawa il me dit you have to sleep, vas-y dors Mayalène, dors. Il dit comment tu veux que je dorme, on est à 4 dans 3 mètres carrés, l'autre elle ventile comme une cocotte minute, c'est juste pas possible quoi. Je suis flippée de savoir si elle va crever ou pas. Moi mon sommeil là, je suis complètement déconnectée de ça en fait. Et je pense que ça m'a quand même bien perturbée dans ma phase d'approche finale de ce que je pouvais faire ou pouvais livrer comme dernier moment avec le Manaslu, quoi. Je me souviens d'avoir pris Mayalène et d'avoir essayé de la motiver et de lui dire là tu te reposes, tu récupères, tu vis là, le moment là, ne pense à rien d'autre. Puis demain matin le réveil sonnera et on démarrera et on ira en haut. Et réveil sonne et nous voilà prêts pour démarrer. Et là on démarre. La nuit est étoilée, magnifique. On voit les frontales parties juste un peu avant nous, derrière qui nous suivent d'autres frontales. On part dans les tempos, on part bien. Dawa sait que j'ai eu une prépa un peu perturbée, donc du coup il m'appelle pour venir derrière lui. Sauf qu'il démarre à 10 000, qu'on est à 7004 et que moi au bout de, je pense à peu près 20 mètres, je suis le capot ouvert, complètement dans le rouge. Donc là je dis non, donc là je ralentis, je laisse passer les garçons, j'essaye de en plus embrasser dans 30-40 cm de neige fraîche. Voilà, donc là c'est très très compliqué. Donc on commence un peu, je laisse passer Diakash et Fredo, ils passent et puis moi je continue. Je sais pas si c'est à ce moment-là que je leur dis déjà, je suis dans une autre planète. Et puis, mais très très vite en fait, après qu'on soit parti, je suis comme si j'étais dédoublée en fait entre mon enveloppe corporelle qui marche et qui est en pilote automatique et puis et mon mental qui a complètement flanché. Qui a tout donné et qui peut pas grand chose de plus en fait. Donc je suis pas trop dans la chronologie, je me rappelle plus trop bien, mais en tout cas à un moment donné, c'est vrai que je dis ça aux garçons. Je suis vraiment dans une autre planète là. Et... Mayalène commence à douter. Elle se retourne, elle me dit je suis dans une autre planète, Fredo, là, je sais pas qu'est-ce que je fous là. Et là, je me suis dit, c'est terminé, c'est fini. J'ai rien dit, je me suis gardé pour moi. Bon, on a analysé après, mais dans ma tête, c'était fini. Je fais, Mayalène, la seule chose que je peux te dire, c'est toi qui décides. Sache une chose, si tu prends la décision de redescendre, Mirmar sera là. C'est ta décision, moi je ne serai pas là pour te pousser ou non. On fait un premier arrêt parce que Mayalène est en train de lâcher l'affaire. Donc effectivement, ce qu'il faut préciser quand même dans ce genre d'ascension, c'est qu'on n'est pas encordés les uns aux autres. Alors on se suit, mais on n'est pas encordés les uns aux autres. Donc on est là en observation les uns des autres, mais chacun avance en son rythme, et puis c'est qu'une question de ressenti personnel. Je fais quand même 1 heure de plus. Et puis j'avance doucement. Donc là, à ce moment-là, on est scindé en deux. Dawa est devant avec Diakash et Fredo, et moi je suis derrière, déconnectée d'eux déjà, avec Mirmar. Et puis on avance en fait, petit à petit. Moi j'ai froid. Il doit être, je sais pas, 1h du mat, 1h30 ou quelque chose comme ça, plutôt 2h de mat, j'ai froid. J'arrive pas à me réchauffer les pieds, j'arrive pas à me réchauffer les mains. Pourtant, il fait pas froid. Objectivement, c'est des conditions idéales, mais moi j'ai froid. J'ai peur de perdre mes mains, j'ai peur de perdre mes doigts. Je sais que le jour va pas se lever avant 6h. Il y a 3-4 heures à tenir avant que le soleil sorte. Je me dis, tu vas avancer que dalle, t'as froid. C'est ma première expérience dans ces altitudes. Et du coup, je sais pas combien de temps mettre les doigts à geler. C'est des questions que tu te poses qui sont un peu cons. Je me dis, mais est-ce qu'en 4 heures, mes doigts peuvent geler, quoi?
Bon, voilà. Oui, non. Je lève la tête et je vois les frontales dans des pentes comme ça devant moi. Je me dis, ah, encore, il faut monter encore là, c'est pas possible. Et voilà. Et puis en fait, assez rapidement, je dis à Migmar, stop. Elle décide d'arrêter. Moi, j'ai plus de mots. Je dis rien. Je sais plus après comment ça se passe. Et puis donc du coup, la question c'était on ne laisse jamais quelqu'un tout seul. Donc Migmar qui est en dernier poste entre guillemets, il redescend à Mayalen. Donc on rentre au camp 4. Et au camp 4, on arrive, je pense, on rentre assez vite, hein, parce qu'autant les montées prennent beaucoup de temps, autant en descente, on va très très vite, malgré le fait qu'il y ait de l'altitude, hein, mais on va très vite. Donc on arrive, je pense, vers 4h30 du matin au camp 4. Et là, il y a la polonaise dans mon sac de couchage. Donc je la dégage. Je lui ai dit, toi, tu m'as pourri ma nuit, tu m'as flingué mon sommet, et en plus tu me squattes mon sac de couchage. Allez, vas-y. Elle sort de là. Donc je la sors de là. Et puis je me mets dans mon sac et j'ai du mal à me réchauffer. Je finis par m'endormir, mais je sais que j'ai du mal à me réchauffer. Il est 5 heures, 4h30, 5 heures, où la pénombre, là, le soleil commence à se lever gentiment, enfin avant le soleil, et puis là, on commence à monter sur l'arête. J'ai toujours Dawa, 5-6 mètres devant moi. Il se cale à mon rythme. Je me regarde, je me retourne très souvent. Je regarde Yakesh qui se distend, mais nous étions prêts. On savait qu'on ne pouvait pas s'attendre, quoi. Voilà, c'est chacun son rythme et Inch'Allah, comme on dit. Et là, à un moment, j'avance, je recule un peu, je fais pas qu'avancer en fait. Et je me rends compte que je suis dans le dur, quoi. Je suis vraiment dans le dur. Et ça me tombe un peu d'un coup dessus, je dois être à 7009, allez. Je pense pas que je suis à 8000. Et je me retrouve sur le plateau Sommitala. On croise beaucoup de gens qui ont fait le sommet, parce qu'ils nous ont doublés à la montée. Ils sont tous avec Ox. Ce jour-là, nous étions 4 avec Gabriel, le Roumain qui était avec notre agence, sans Ox. Tout le reste était avec Ox. Et de là, je me retrouve au sommet, au plateau Sommitala. Il ne me reste plus que l'arête finale à gravir. Et je prends ma petite cam là, la petite GoPro, c'est les seules images que nous avons. Et voilà, on attaque la partie sommitale du Manaslu et vous pouvez pas, je peux pas y croire, on n'est que deux, Dawa et Sherpa Dawa. Wow. Regardez-moi ça. Wow. 1000 esker. Voilà, sensationnel. Allez, quelques mètres. 8163. Non, 8160. C'est bon ça. Deuxième 8000 sans Ox. Olé.
Voilà. Encore. Et au moment de redescendre, j'espérais que Yakesh soit plus près que là où il était. Je croise Yakesh. Moment difficile, très dur, parce que à ce moment-là, Dawa me dit You and Jack down. Je fais non, not possible. Me down. You here. Yakesh summit. No possible, not possible. Yes, possible. Yakesh, il vient. Je sais d'où il vient et lui, il va s'arrêter au sommet, pas avant. Et moi, personnellement, bon, la question ne se posait même pas. Hein. Sincèrement, elle ne se posait même pas. Si c'est la difficulté, si c'est l'épuisement, si c'est la fatigue qui te fait rebrousser chemin une fois que tu as pris la décision d'aller sur un 8000, mais il ne fallait pas y aller. Hein. C'est un peu dur ce que je dis, c'est un peu bourrin, mais c'est la réalité. Je n'ai pas la capacité physique à y aller en dansant sur un 8000. Je savais pertinemment que ça serait dur. Je n'ai aucun symptôme. Je m'étais quand même donné comme arrêt le vomissement, un mal de tête extrême, une hallucination. Connaissant Yakesh, et je le crois, il me dit Fredo, je me suis refait sur le plateau avant l'arrêt sommitale, je me suis refait. Il n'y a que toi qui peux le dire, Yakesh. Je me suis refait et il entame le sommet avec Dawa. Donc j'accélère et je mets vraiment, l'accélération, tout est relatif. C'est-à-dire que je vais en marche avant, je ne vais pas en marche arrière, c'est déjà pas mal. Mais non, sincèrement, j'accélère. Je me souviens très bien, je force. Et donc cette accélération fait que c'est quand même très rigolo. Je tombe à genoux devant Dawa. Mais à genoux, tête vers le bas, le palpitant à 300, la bouche grande ouverte, couché. Donc je dois reprendre ma respiration. Moi, je suis tout dans mon contrôle. Je me suis entraîné à ça. Je suis bien. Pour moi, il n'y a rien à ce moment-là. Il n'y a rien de dramatique. Et dans la tête de Dawa, il voit quelqu'un qui connaît finalement très peu, s'écrouler devant lui sans ox à 8000, parce que d'après Fredo, là, je suis à 8000 ou 8050. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me tend de l'ox une première fois, et je lui pousse le bras. Il me retend de l'ox, je lui fais signe wait, please, wait, Dawa, no problem, no problem. Mon anglais légendaire. On se comprend quand même, à ce moment-là, on se comprend. Et je récupère tout doucement, et je me relève, et il me demande de descendre. Voilà, il me dit, il vaut mieux descendre. Je dis, non, I'm not go down, I'm go at the summit, and after we down. If you want, you can go. Si tu veux, tu descends. On commence à entendre que, en fait, Yakesh, ça va pas trop quand même. Il avance, mais très doucement, qu'il est brassé, qu'il tombe, qu'il se relève. Voilà, que c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc là, moi, je me rappelle de les avoir attendus dehors, au camp 4. Donc là, ils voient ma détermination, hein. De toute façon, je ne changerai pas d'avis. Et il s'avère que là, à ce moment-là, je me relève et je suis sur l'arrêt, et je réalise que je suis sur l'arrêt sommitale. Donc c'est pour dire que chaque chose se fait en son temps. C'est-à-dire que je réalise les choses, mais au fur et à mesure. Hein. Donc il faut tout quand même. J'en suis conscient de ça. Hein. C'est très au ralenti tout ça. Et il ne faut pas me demander de filmer à ce moment-là. Hein. Je peux pas. C'est trop dur pour moi. C'est déjà, j'essaie moi de capter ce que j'ai devant le nez. Donc c'est quand même compliqué. Et je vois cette arête sommitale et là je me dis, ça y est, t'y es quoi. Et là, quand je me suis relevé, j'ai ressenti une sensation extraordinaire de bonheur, une libération incroyable. Et là, Dawa est à côté, et puis je lui dis, allez, we go. Et là, je n'ai plus aucune douleur de l'altitude. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout ce que j'ai une demi-heure avant. C'est-à-dire je ne suis pas dans un état de... Et puis, c'est beaucoup plus plat, mais on est plus haut malgré tout. Et là, on avance, et c'est une arête sommitale avec une corniche sur le côté, avec un passage. Voilà, c'est le soleil dans les yeux, voilà, c'est extraordinaire. Et là, je suis Dawa, et puis à un moment, j'entends « We are at the summit ». Voilà. Donc, je me souviens très bien de cette phrase. Donc, je demande à Dawa « Mais c'est là où tu es arrivé avec Fredo ?» Il me dit « Oui ». Et là,
j'explose pas de joie, hein, alors que j'aime bien lever un bras toujours en haut. Non, j'ai pas une expression d'explosion. C'est peut-être lié à l'accumulation, mais alors que sur l'arête avant de démarrer, là j'avais vraiment senti quelque chose de très fort, comme si ça y est, quoi, j'avais réussi ce que je voulais faire. Et après voilà, j'ai juste une pensée à ce moment-là. Voilà, je pense à ma femme, à mes 2 filles. C'est les seules personnes à qui je pense en ce moment-là, et ouais, je me dis que c'est pour elles que je l'ai fait, très certainement. Et donc, miracle, j'arrive à faire une photo. Et on reste quoi? On reste 5 minutes. Je reste 5 minutes là, et puis là, je me souviens de me dire, ça y est, quoi. Ça y est, c'est fait. C'est cool, quoi. Voilà, une belle journée. Je pense que Fredo a attendu Diakesh pour faire une belle photo avec lui en haut. Voilà. Je vais essayer de les attraper quand ils descendront les 2 tout à l'heure. Vers 11h du matin, j'aperçois Fredo, donc voilà, je vais le filmer. Je le filme à son arrivée au camp 4 et voilà, c'est une belle émotion. C'est une très très belle émotion. Voilà Fredo, il est là. Oh passe. Champion. Ça va. Passer l'émotion de savoir que Fredo est là et entier et bien, même s'il dit que ça a été très très dur et tout ça, il me raconte et puis après je lui dis allez, c'est bon, tu vas te reposer, tu te refais. Mais Diakesh, je dis mais moi Diakesh, je l'attends, je descends avec lui quoi. Et en fait à ce moment-là où on se fait un check avec Fredo et lui il descend, moi je reste là et j'attends Diakesh et je sais qu'il va arriver Malo. Et effectivement, tout ce que j'ai lu dans les livres et que j'ai jamais connu apparaît, c'est-à-dire que, et oui, c'est la descente le plus dur. La descente est dure parce que l'influx et ce que moi j'avais dans mon disque dur, c'est arrivé en haut. C'est d'abord arrivé en haut. Et donc quand je vois Dawa arriver, il est tout seul. Je fais Diakesh, où est-ce qu'il est? Et il me dit he's coming. Et il marche comme ça, il marche pas droit, il s'assoit, mais il se relève, mais il arrive. Bon, ok, très bien. Et puis je scrute, et puis je vois rien. Je dis mais il est où ce con? Jaco, qu'est-ce que tu fais quoi? Je suis fatigué, mais je sais pas comment expliquer. C'est cool quoi, c'est tranquille, hein. C'est tranquille. Enfin, je sens pas de danger, peut-être que je le ressens pas, mais... Elle aperçoit, effectivement, il zigzague comme ça. Et puis, je sais pas, à 50 mètres au-dessus du camp 4, là, il s'assoit. Comme ça, là. Je m'assois et je regarde le camp 4 et je vois Mayalène au fond. Je la devine, quoi. Je sais pas combien je suis au-dessus, quoi. Et là, je m'assois et puis je savoure le moment, en fait. Je me dis, ben voilà, ça y est, tu vas revenir à la vie. Et là, il reste comme ça à nous regarder pendant 15 minutes, quoi. Au début, je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, mais Diakesh. Puis en fait, il bouge pas. Puis au bout d'un moment, je lui fais à Dawa, mais il a pas un problème? Il me dit non. Et puis on commence à le siffler, à le haranguer, là. Mais vas-y, descends, quoi. C'est bon, quoi. T'es à 50 mètres, quoi. C'est un ressenti bizarre, mais je me dis que voilà, ça passe vite, quoi. Ça passe vite, c'est un moment qui a demandé vachement de préparation, et puis c'est une suite logique, et puis bon, ça nous a brouté la tête quand même. Voilà, c'est dur une préparation de 8000, tout ça, et puis je me dis, ça va aller vite maintenant, quoi. Ça descend vite, tout ça. Et puis bon, voilà, et puis j'arrive en fait après au niveau de Mayalène et Myrmar. Voilà, je les vois, j'arrive là. Moi, toujours évidemment, le premier réflexe, le cul en arrière. Hein. Posé dans la neige, appuyé sur le sac à dos. Oh, on est bien là. Et puis je lui dis écoute, vas-y repose-toi quoi. Il est 13h15. T'as 45 minutes, à 14h on repart. Ah non,
moi je reste là. Ah non, tu restes pas là. Et là, ça fait ping-pong au bout d'un moment, mais je vais avoir raison, hein, on va le descendre. Hein. Je l'ai devant moi, alors c'est rigolo, c'est un peu comme si il y a quelqu'un qui vient chercher un copain à lui qui rentre de bringue, et qui sort du lit, et qui est complètement à jeun, et puis l'autre en face qui est bourré. Donc on ne peut pas avoir les mêmes discussions, c'est pas possible. Mais c'est exactement ce qui se passe. J'ai adoré ce moment, voilà. C'est-à-dire que moi, donc elle me dit mange, elle me dit bois, elle me dit lève-toi, marche, pas sur l'eau, mais marche. On y va, stop, mange, bois, et on y va. Et on descend comme ça. Il continue à dire non, moi je dors au camp 3, non, tu dors pas au camp 3, ça a été démonté, non, je vais jusqu'au camp 3, non. Et ça sera toute une lutte comme ça avec lui sur toute la descente parce qu'en fait il a juste envie de rester là, de dormir, de se mettre en boule et de dormir quoi. Et je me souviens par contre qu'à partir du camp 3, la descente est beaucoup plus agréable. Donc effectivement tout simplement dû à l'altitude. Hein. Et puis je me sens soutenu d'une manière extraordinaire, hein. C'est fabuleux. Je fais une descente encadrée par des amis, par Fredo qui laisse Dawa en haut, qui pense lui à descendre parce que c'est très important pour sa sécurité et qui sait parfaitement que je n'admettrai pas qu'il se mette en danger pour moi. Donc ça c'est clair et net. Donc il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. C'est-à-dire lui il fait son 8000 à sa façon. Il me laisse Dawa en haut, Dawa m'amène en haut, me redescend, Mayalen prend le relais. C'est du 5 étoiles là, hein. C'est du 5 étoiles. Moi je pense que Fred, il a fait le sommet, il était bien, il avait des conditions excellentes, il a souffert, parce que qu'ils ne nous disent pas qu'il n'a pas souffert, hein. Tout le monde souffre pour aller à 8100 ou plus. Quant à Yakesh, il en a souffert plus encore, il en a souffert terriblement, mais il avait quand même suffisamment de lucidité pour décider tout seul de continuer, sachant qu'il était avec un Sherpa. Il n'était pas complètement isolé sur la montagne quand il a fait le sommet, il était avec un Sherpa. Et il était, selon leurs expressions, décalqué, sauf qu'il avait encore un peu de lucidité pour dire oui, je vais y aller parce que je suis très motivé pour y aller. Et s'il a pris cette décision, c'est qu'il avait encore un peu d'énergie pour y aller. La preuve, il y est arrivé. Et il en est redescendu, accompagné. Aupa! Aupa! Apa weg! Tja! On me tuer. Ouais, c'est clair. Non, putain là. Je retiendrai une chose et ce que je peux dire de Yakesh, c'est sa puissance de détermination qu'il a. Voilà, la détermination. Je pense que j'ai laissé un peu de moi là-haut. Enfin, j'en suis sûr même. Et ça se digère, quoi. Ça se digère, mais ça se digère positivement, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'on a vécu ensemble. Je suis très fier de la façon dont ça s'est passé. Je suis très fier que finalement ce en quoi on croit, ça fonctionne. C'est pas du pipeau. On peut faire de belles choses avec un état d'esprit très simple. Je remercie Yakesh et Fredo de m'avoir proposé cette belle aventure et puis de m'avoir permis de la vivre, de m'avoir offert cette chance. Et, alors bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu, voilà, Fredo m'aurait pas proposé de le faire, je pense. Mais en même temps, on s'est tous donné les moyens
d'accomplir ce rêve-là et de vivre cette aventure comme on l'a vécu. Et, Puis je pense qu'ils étaient surtout une très bonne équipe et ça c'est important parce que dans les expés, je ne cache pas qu'il y a du tiraillement entre les gens. Souvent ils s'engueulent et je le ressens, on me le dit, quoi, je le vois. Alors que là c'était une bande de potes et ça se passait super bien. Et ça fait plaisir. Ouais. Fredo, Yakes, Mayalen, continuez comme ça parce que vous faites ça bien. J'espère que vous ferez un autre 8000, pourquoi pas un ensemble comme je le disais dans votre film. Mais ça sera avec un grand plaisir et puis je vous fais des gros bisous, rendez-vous au sommet comme j'aime bien le dire. Ciao ciao. Et je pense que Yakes la remerciera jamais assez, mais moi je vais lui dire un énorme merci. Voilà, à Mayalen, parce que ce que j'ai fait derrière, c'est grâce en partie à elle et à l'équipe que nous avions. Moi, le message que je veux leur faire passer, c'est que je les remercie de m'avoir fait participer à cette aventure et que je suis prêt à recommencer quand ils veulent en fait.